Ma femme a demandé un mariage sans relations intimes. Je pensais que ce n'était qu'une phase étrange, jusqu'à ce que je découvre que 4 450 € avaient disparu de notre compte joint, ainsi que des reçus provenant d'un gourou en ligne qui l'avait convaincu que j'étais l'ennemi. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, et pendant les 6 dernières années, j'ai été marié à Apolline, la personne avec qui je pensais sincèrement vieillir. Je travaille comme ingénieur en génie civil, ce qui semble plus passionnant que ça ne l'est, mais signifie surtout que je passe mes journées à me disputer au sujet de plans d'évacuation des eaux et avec des entrepreneurs qui avaient sans aucun doute lu l'email. Nous avions un pavillon en banlieue lyonnaise, un compte courant commun, une routine de course le samedi matin, et une plaisanterie récurrente selon laquelle notre plus grande crise conjugale était de savoir si le garage devait appartenir à mes outils de bricolage ou à ses décorations saisonnières. À l'époque, je pensais que notre vie était banale de la meilleure des manières. Nous travaillions tous les deux. Nous payions les factures ensemble. Nous avions un Google Agenda partagé avec des choses normales de gens mariés, rendez-vous chez le dentiste, rappel de prélèvement automatique du crédit immobilier, vidange de la voiture, un on va chez Carrefour, un samedi sur 2. Et des plats à emporter le vendredi si aucun de nous n'avait envie de cuisiner. Nous avions un compte épargne que nous appelions le fonds pour l'avenir, même si certains mois, il ressemblait plus au fonds pour le chauffe-eau d'urgence. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, pas de la manière rêveuse d'un film, mais de la façon pragmatique dont les gens le font quand ils essaient de construire quelque chose de réel. Pourrions-nous nous permettre une crèche? Faudrait-il d'abord finir d'aménager le sous-sol? Lequel de nous paniquerait le plus lors de l'inscription en maternelle? Apolline avait 33 ans. Elle était intelligente, drôle, et pendant la majeure partie de notre mariage, stable. Elle avait cette habitude de lire les recettes à voix haute depuis son téléphone, puis d'ignorer la moitié des instructions. Elle aimait rendre la maison chaleureuse. En octobre, elle mettait des petites citrouilles partout. En décembre, elle développait un attachement émotionnel pour des coussins décoratifs avec des flocons de neige dessus. J'avais l'habitude de la taquiner en disant que si je restais immobile trop longtemps, elle me décorerait moi aussi. Je n'étais pas un mari parfait. Je pouvais devenir silencieux quand j'étais stressé. Je pensais parfois que réparer le broyeur d'évier comptait comme de la disponibilité émotionnelle. J'avais la mauvaise habitude d'expliquer les choses à l'excès quand je me sentais incompris, comme si, en trouvant la combinaison de mots parfaite, tout se mettrait en place. Mais j'étais loyal. Je rentrais à la maison. J'écoutais quand elle disait que quelque chose comptait. J'étais fier de la vie que nous avions construite. Puis, durant la dernière année de notre mariage, Apolline a commencé à devenir agitée. Au début, cela ne semblait pas dramatique. Elle écoutait plus de podcasts en pliant le linge. Elle a commencé à suivre en ligne des femmes qui parlaient de découverte de soi, d'énergie féminine et de déconstruction des rôles dont nous héritons. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Tout le monde se passionne pour des choses. J'avais moi-même passé 3 mois à regarder des vidéos sur la menuiserie, même si la seule chose que j'ai réussi à fabriquer était une étagère bancale dans le garage. Elle a changé de coiffure, acheté des vêtements différents, commencé à écrire dans un journal sur le canapé avec un sérieux qui me faisait sentir que je ne devais pas l'interrompre. Je pensais en fait que c'était bon pour elle. Elle disait se sentir ordinaire, coincée et invisible au travail. Si une communauté en ligne lui donnait le sentiment d'être encouragée, je n'allais pas m'en moquer. Un soir, après le dîner, tout a basculé. Nous avions mangé du poulet grillé, du riz et une salade en sachet que nous prétendions tous les deux meilleures qu'elle ne l'était. Les assiettes étaient encore dans l'évier. La télévision était en pause sur une émission de rénovation où un couple faisait semblant d'être surpris que l'abattage d'un mur coûte de l'argent. Apolline était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. « Antoine, dit-elle, assez calme pour que je sache que ce qui allait suivre avait été répété, je pense que nous devons parler de notre intimité. » J'ai coupé le son de la télé, même si elle était déjà en pause. « D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle a pris une inspiration. « Je pense que l'intimité physique est devenue une béquille pour nous. » J'ai cligné des yeux. « Une béquille ? » Oui. Quelque chose que nous utilisons pour éviter une connexion plus profonde. J'ai eu un petit rire car je pensais honnêtement qu'elle exposait une idée tirée d'un podcast et que nous allions en discuter comme des gens normaux. Elle n'a pas ri. « Je veux que nous essayions un mariage sans relation intime, dit-elle. » Je la fixai. « Un quoi ? » Un mariage sans relations intimes.
Au moins pour un avenir prévisible. J'ai besoin de revendiquer mon identité en dehors du fait d'être une épouse, en dehors du fait d'être disponible, en dehors des attentes. La pièce parut soudain trop silencieuse. J'ai dit, tu veux dire que tu veux faire une pause? Parce que si quelque chose ne va pas, nous pouvons en parler. Cette réaction illustre parfaitement ce que je veux dire, dit-elle. Tu entends une limite et tu en fais immédiatement une question de ta propre perte. Je me suis adossé. Je n'essaie pas d'en faire une question de ma perte. J'essaie de comprendre ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. Ça n'a pas changé hier. Je me suis éveillé. C'était la première fois qu'elle utilisait cette expression. S'éveiller. Elle l'a dit comme si j'étais encore endormi et qu'elle avait franchi le seuil d'une pièce où je ne pouvais pas entrer. Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé. Je lui ai demandé si je lui avais mis la pression sans m'en rendre compte. Je lui ai demandé si elle voulait une thérapie de couple. Le visage d'Apolline se crispa à cette suggestion. La thérapie se concentre souvent sur le confort masculin, dit-elle. Ça ne m'intéresse pas de payer quelqu'un pour m'apprendre à tolérer ma propre oppression. Je me souviens avoir regardé autour de notre salon comme si la réponse pouvait se trouver entre le panier de plaid et la table d'appoint avec notre photo de mariage. L'oppression? Ai-je dit. Elle m'a regardé avec pitié. C'était pire que la colère. Je sais que ce mot te fait peur. Non, ai-je dit lentement. Le mot ne me fait pas peur. Entendre ma femme l'utiliser à propos de notre mariage me fait peur. Elle s'est levée et a porté son verre à la cuisine. Je ne vais pas débattre de ma vérité ce soir. J'ai mal dormi. Apolline dormait tout au bord du lit, recroquevillée loin de moi sous une couverture séparée. Les premiers jours, j'ai essayé d'être patient. Je me suis dit que c'était peut-être un de ces moments dans un mariage où une personne se heurte à un mur émotionnel et où l'autre doit ralentir au lieu de le prendre personnellement. Je ne la touchais pas à moins qu'elle ne prenne l'initiative, ce qu'elle ne fit pas. Je posais des questions plus prudentes. Je m'assurais de faire ma part à la maison. J'ai préparé le dîner 2 fois cette semaine-là, même si ma principale compétence consistait à transformer le poulet en quelque chose de techniquement comestible. Mais chaque conversation donnait l'impression de marcher dans un couloir où toutes les portes portaient la mauvaise étiquette. Si je demandais, tu veux des tacos ou des pâtes ce soir? Elle répondait, je n'ai pas à gérer tes décisions pour le dîner. Si je disais, tu veux toujours sortir vendredi? Elle répondait, je remarque que tu recherches une validation extérieure quand je crée de l'espace. Si je lui demandais si elle était en colère contre moi, elle disait, ton inconfort n'est pas toujours de ma responsabilité. Un soir, j'ai finalement dit, Apolline, je ne te demande pas de feindre le bonheur. Je te demande pourquoi notre mariage a soudainement des conditions que je n'ai pas acceptées. Elle a levé les yeux de son téléphone. Le mariage a toujours eu des conditions. Tu ne les remarques que lorsqu'elle cesse de te profiter. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, essayant de retrouver ma femme à l'intérieur de cette phrase. Non, ai-je dit. Je le remarque parce que la personne avec qui je partage un crédit immobilier me parle comme si j'étais un cas d'étude. Elle a souri sans chaleur. Cette attitude défensive est une information utile. Après cela, la maison est devenue plus froide. Pas physiquement. Le thermostat restait à 21 degrés car Apolline détestait avoir froid et je détestais les disputes sur la facture de chauffage. Mais la température émotionnelle baissait chaque semaine. Elle a cessé de m'embrasser pour me dire bonjour. Elle a cessé de m'envoyer des petits textos pendant la journée. Avant, elle envoyait des photos de snacks bizarres au supermarché ou d'un chien qui sortait la tête par la fenêtre d'une voiture. Maintenant, elle laissait mes messages en loop à moins qu'ils ne concernent la logistique. Elle a commencé à prendre des appels dans la buanderie. Cette pièce est devenue sa cabine privée. J'entendais le sèche-linge tourner de manière irrégulière, sa voix basse derrière la porte, et parfois un petit rire que je ne l'avais pas entendu m'adresser depuis des semaines. Elle orientait son ordinateur portable loin de moi quand je passais. Elle a changé le code de son téléphone. Son téléphone était toujours face contre table, toujours à portée de main. Je détestais où mon esprit m'emmenait. Je me suis demandé si elle me trompait. Je n'en suis pas fier. Je ne voulais pas être le mari suspicieux qui scrute les ombres. Mais quand votre femme supprime soudainement toute affection, cache son téléphone, chuchote derrière des portes closes et qualifie vos questions de contrôle, votre esprit vagabonde, que vous l'y invitiez ou non.
Ce qui était étrange, c'est qu'elle n'agissait pas comme quelqu'un de coupable de la manière habituelle. Elle agissait avec une sorte de supériorité morale. Elle n'était pas nerveuse quand j'entrais dans une pièce. Elle était agacée, comme si ma présence interrompait quelque chose de plus important. Un samedi matin, je suis descendu et je l'ai trouvée à l'îlot de la cuisine avec des écouteurs, hochant la tête devant son ordinateur portable. Une réunion en ligne était ouverte. J'ai vu une grille de visage de femme avant qu'elle ne referme l'ordinateur à moitié. « Bonjour », ai-je dit. Elle a retiré un écouteur. « Tu m'as fait peur. J'habite ici. Je suis en cercle. » « En quoi ? » ? Mon cercle de femmes. J'ai jeté un coup d'œil à l'ordinateur. « C'est le groupe en ligne ?» Son expression s'est durcie. « C'est un collectif pour l'émancipation des femmes. » Je me suis versé un café, surtout pour donner à mes mains quelque chose à faire. « D'accord. Depuis combien de temps tu fais ça ? » Assez longtemps pour réaliser que j'ai sous-traité mon intuition à une structure maritale. J'ai failli rire à nouveau, non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça sonnait comme quelque chose généré par une application qui rend les phrases normales pires. Au lieu de ça, j'ai dit, c'est elle qui te dise de parler comme ça ? Elle a complètement fermé l'ordinateur. Non. Elle me donne le langage pour des choses que je savais déjà. C'est devenu une autre de ses phrases. Me donner le langage. Chaque nouvelle accusation arrivait habillée d'un langage que quelqu'un d'autre lui avait fourni. Le groupe était dirigé par une femme nommée Ariane. Début de la quarantaine, soignée, calme, avec le genre de présence en ligne qui semblait douce jusqu'à ce qu'on lise entre les lignes. Apolline la décrivait comme une guide. Pas une thérapeute, pas exactement une coach, mais une guide. Ariane animait des ateliers, des séances privées, des cercles numériques et quelque chose qu'Apolline appelait le travail de revendication identitaire. J'ai dit, elle a un diplôme ? Apolline a levé les yeux au ciel. C'est une question si patriarcale. C'est une question normale quand quelqu'un influence ma femme. Elle ne m'influence pas. Elle me soutient. J'aurais dû insister davantage à ce moment-là. Mais à ce stade, j'essayais encore de sauver le mariage en étant raisonnable. Je pensais que si je restais assez calme, elle finirait par s'entendre parler. Ce ne fut pas le cas. Le point de rupture a commencé avec une tablette. Apolline avait une vieille tablette qu'elle utilisait surtout pour les recettes et pour regarder des séries dans la cuisine. Un soir, elle l'a laissée sur le comptoir pendant qu'elle montait à l'étage. Je vidais le lave-vaisselle quand l'écran s'est allumé avec une notification. Je n'y ai pas touché au début. J'ai juste vu l'aperçu. Ariane, ne laisse pas sa tristesse te faire renoncer à ton éveil. Sa confusion est une résistance du lien patriarcal. Je suis resté là, tenant une tasse à café, à fixer ces mots. Sa tristesse. Cela signifiait qu'Apolline avait parlé de moi. De nous. Peut-être de la conversation que nous venions d'avoir la veille, où je lui avais dit que ma femme me manquait et où elle m'avait répondu que je sentais mon anxiété d'abandon. Une autre notification est apparue. Ariane, la session de ce soir, Briser le lien, vous aidera à nommer les contrats invisibles dont il bénéficie. Briser le lien. C'était le titre de la session. Pas guérison, pas communication, pas clarté conjugale. Briser le lien. J'ai posé la tasse avec précaution car ma main avait commencé à trembler. Quand Apolline est redescendue, j'étais toujours dans la cuisine. Qui est Ariane ? Ai-je demandé. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Ma guide, dit-elle. Qu'est-ce que c'est, briser le lien ? Ses yeux se sont tournés vers la tablette. Tu as lu mes messages ? Une notification est apparue sur le comptoir de la cuisine. Alors tu as violé ma vie privée. Non. Ta tablette s'est allumée dans notre cuisine avec un message disant que j'étais un lien patriarcal. Tu prouves le bien fondé de ce que je dis en ce moment même. J'ai ri une fois, un rire plat et las. Bien sûr que je le prouve. Elle a croisé les bras. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu t'inquiètes de perdre l'accès à moi. Je m'inquiète que ma femme envoie des éléments privés de notre mariage à une inconnue qui parle de moi comme si j'étais une maladie. Elle comprend ce que tu ne peux pas comprendre. Et qu'est-ce que c'est ? Que l'amour peut être un autre mot pour la possession. Je l'ai regardé fixement. Apolline,
crois-tu honnêtement que je te possède? Elle n'a pas répondu directement. Cela m'en a dit plus qu'un oui. Le lendemain matin au travail, je devais avoir une mine affreuse car Sébastien m'a demandé si j'étais en train de mourir ou juste marié. Sébastien avait 36 ans, travaillait à 2 bureaux du mien et avait traversé un divorce discret 2 ans plus tôt. Il n'était pas amer de manière bruyante. Il était le genre de gars qui pouvait faire une blague sur les papiers de divorce et ensuite vous dire exactement quels documents conserver. Nous étions dans la salle de pause, buvant un café qui avait le goût d'avoir été filtré à travers du carton. Je lui en ai dit assez. Pas tout, mais assez. La demande de mariage sans relations intimes. Le groupe en ligne. Ariane. Les messages. Sébastien s'est appuyé contre le comptoir et a dit « Je ne dis pas qu'elle te trompe. » C'est réconfortant. Je dis que tu dois arrêter de traiter la confusion comme si c'était un plan. Je me suis frotté le visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu essaies de comprendre les mots en ignorant le comportement. Quand quelqu'un commence à appeler la responsabilité du contrôle, vérifie les relevés de compte. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules. Les comptes joints rendent les gens audacieux. Je voulais dire qu'Apolline ne ferait jamais ça. Je voulais défendre la version d'elle que j'avais encore en tête. Mais une petite partie de moi, celle qui l'écoutait parler avec des scripts depuis des semaines, s'est tue. Ce soir-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai ouvert notre application bancaire à l'îlot de la cuisine. Le compte était censé être sans surprise. Crédit immobilier, facture, courses, essence, abonnement de streaming, assurance, un dîner occasionnel à l'extérieur. Apolline et moi y contribuions tous les deux. Nous avions toujours été transparents sur l'argent. Du moins, c'est ce que je pensais. Au début, rien ne m'a sauté aux yeux. Puis j'ai commencé à filtrer par date et par montant. Un débit de 275 € à Renouveau Collectif SARL. Un autre de 459 € à Intensif Éveil. Une donation au Cercle de Libération de 150 €. Un forfait de coaching privé à 900 €. Plusieurs petits débits qui ressemblaient à des abonnements. Un autre paiement de 1200 € intitulé Forfait de session identitaire. J'ai ouvert un tableur, car c'est ce que je fais quand la panique a besoin d'un endroit où se poser. Quand j'ai eu fini, le total s'élevait à 4450 €. 4450 € de notre compte courant joint. Pas de son argent personnel. Pas d'une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Du compte que nous utilisions pour le crédit immobilier, les factures, les courses, les dépenses du week-end, et les transferts d'épargne que nous avions convenus pour les futurs enfants et les réparations de la maison. Certains débits avaient eu lieu le même mois où Apolline m'avait dit que nous devrions réduire les dépenses car la simplicité financière crée la clarté émotionnelle. J'avais renoncé à remplacer l'écran fissuré de mon téléphone parce que nous étions attentifs. Pendant ce temps, elle avait payé 900 € pour une session privée avec Ariane. Ce n'était pas une seule mauvaise décision. C'était un schéma, avec des reçus à l'appui. Je suis resté assis à l'îlot de la cuisine jusqu'à près de 2 heures du matin, à faire défiler l'application bancaire, mon café froid à côté de moi. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. À l'étage, Apolline dormait comme si de rien n'était. Le lendemain, j'ai imprimé les relevés au travail car notre imprimante domestique se bloquait si on lui demandait plus de 2 pages et une prière. L'imprimante du bureau a craché page après page pendant que je restais là, prétendant attendre des spécifications techniques. Sébastien est passé, a vu mon visage, et n'a pas plaisanté. C'est grave à quel point? A-t-il demandé. Presque 4500. Il a expiré par le nez. Avocat. Je ne sais même pas si je veux divorcer. Je n'ai pas dit divorce. J'ai dit avocat. Tu dois savoir ce qu'il ne faut pas faire avant de faire une bêtise. Cet après-midi-là, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Maître Véronique Dubois. Mais avant de la rencontrer, j'ai trouvé le PDF. Apolline avait laissé son ordinateur portable ouvert dans le petit bureau que nous partagions. Je n'étais pas en train de fouiller dans son journal intime ou de lire de vieilles lettres d'amour. Je cherchais à télécharger une facture d'électricité car j'avais besoin du numéro de contrat pour le formulaire d'admission de l'avocate. Sa messagerie était ouverte, et juste là, dans la boîte de réception, se trouvait un message du groupe d'Ariane.
Objet, votre guide de libération plus sujet de réflexion privée. Je sais que certains diront que je n'aurais pas dû l'ouvrir. Peut-être que dans un mariage plus sain, je serais d'accord. Mais à ce moment-là, de l'argent commun manquait, notre mariage privé était discuté avec des étrangers, et on me disait que chaque question que je posais était du contrôle. Alors je l'ai ouvert. Le PDF s'intitulait le guide de libération. Il avait l'air professionnel. Un design beige doux, des polices épurées, de petites citations en écriture cursive. Le genre de choses qui pourrait passer pour du contenu de bien-être si on y jetait un simple coup d'œil. Puis je l'ai lu. Une section s'intitulait « Refuser l'intimité sans absorber son malaise ». Une autre s'appelait « Recadrer ses questions comme du contrôle ». Une autre encore, « Préparez votre sortie du mariage traditionnel ». Il y avait des scripts. Quand il demande pourquoi l'intimité a changé, souvenez-vous, la clarté peut être une porte d'entrée à la négociation. Vous ne lui devez pas l'accès au terme de votre éveil. Quand il demande une thérapie de couple, demandez-lui s'il recherche une croissance mutuelle ou un témoin professionnel pour restaurer son confort. Quand il exprime de la tristesse, nommez-la sans l'absorber. Sa tristesse n'est pas une preuve d'amour. C'est l'inconfort de perdre un accès inconscient. Quand il demande une transparence financière, remarquez si l'argent est utilisé pour rétablir l'autorité. J'ai eu la nausée. Non pas parce qu'Apolline avait des doutes sur notre mariage. Les doutes peuvent être honnêtes. Non pas parce qu'elle voulait de l'espace. L'espace peut être nécessaire. J'ai eu la nausée parce que quelqu'un avait donné à ma femme un script qui transformait chaque tentative de communication en une preuve contre moi. Il y avait aussi des sujets de réflexion. Énumérez 3 façons dont votre partenaire profite de votre silence. Notez les peurs qui surgissent lorsque vous l'imaginez ne plus vous approuver. Qui êtes-vous si vous arrêtez de jouer le rôle de partenaire? Puis j'ai vu une ligne surlignée vers le bas, probablement par Apolline. Sa résistance signifie que le lien s'affaiblit. Reste proche du cercle. Reste proche du cercle. Ce soir-là, je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je voulais claquer le PDF sur la table et lui demander quand exactement elle avait décidé que j'étais le méchant d'une histoire qu'Ariane vendait à l'heure. Mais les mots de Sébastien résonnaient dans ma tête. D'abord l'avocat. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait dans un immeuble de bureaux sans charme avec un mauvais parking et un café encore pire. Elle avait la fin de la cinquantaine, vive sans être cruelle, et l'expression calme de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de chagrin d'amour et savait où se trouvaient les papiers. Je me suis assis en face d'elle avec un dossier rempli de relevés, de captures d'écran et de notes. Mes mains n'arrêtaient pas de bouger, redressant les bords des feuilles. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, premièrement, ne videz pas le compte joint. Ne la menacez pas. Ne détruisez rien. N'envoyez pas un texto de 12 paragraphes écrits à minuit. Je n'avais pas l'intention de détruire quoi que ce soit. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui deviennent poètes et pyromanes pendant un divorce. Malgré tout, j'ai failli sourire. Elle a tapoté le dossier. Vous pourrez avoir le cœur brisé plus tard. Pour l'instant, soyez organisés. Elle m'a expliqué ce que je pouvais légalement faire. Ouvrir un compte séparé. Changer mon virement automatique. Continuer à payer les factures essentielles du ménage pour le moment, en particulier le crédit immobilier et les charges, afin que personne ne puisse m'accuser de sabotage financier. Cesser de financer les dépenses optionnelles, les ateliers, les abonnements et les dépenses discrétionnaires partagées. Conserver les archives. Communiquer par écrit si nécessaire. Ne pas se laisser entraîner dans des pièges émotionnels. La vengeance fait du bien pendant une journée, à 10 mètres du bois. La documentation vous protège pendant des mois. Je ne veux pas me venger, ai-je dit. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Alors ne confondez pas partir et vous venger. Cette phrase m'est restée. 2 nuits plus tard, j'ai confronté Apolline dans la cuisine. J'ai choisi la cuisine parce que tout ce qui était important dans notre mariage s'y était produit d'une manière ou d'une autre. Les factures payées à l'îlot. Les listes de courses écrites sur le frigo. Les disputes pour savoir à qui c'était le tour de vider le lave-vaisselle. Ces appels privés dans la buanderie juste à côté. J'ai posé les relevés bancaires imprimés sur la table. Puis j'ai posé les pages du guide de libération.
Apolline est entrée avec des écouteurs autour du cou. Elle a regardé les papiers, puis moi. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Les reçus. Son visage a changé, mais seulement une seconde. Pourquoi? Pour Renouveau Collectif SARL. Intensif éveil. Donation au Cercle de Libération. Forfait de session identitaire. Coaching privé avec Ariane. Elle a pris la première page, puis l'a reposée comme si elle s'était brûlée. Tu as fouillé dans nos finances? Nos finances, ai-je dit. Oui. C'est du contrôle. Je l'ai regardé fixement. Tu as dépensé 4 450 € de notre compte joint et ta réponse est que je suis contrôlant parce que je l'ai remarqué? C'était pour ma guérison. C'était de l'argent du compte pour le crédit immobilier. Cet argent nous appartient à tous les deux. Exactement. À tous les deux. Ce qui signifie que tu n'envoies pas secrètement près de 4 500 € à une femme qui t'apprend à me traiter d'oppresseur quand je demande pourquoi ma femme a arrêté de me toucher. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu prouves absolument tout ce qu'elle a dit que tu ferais. J'ai montré le PDF. Elle t'a donné des scripts, Apolline. Des scripts, au sens propre. Elle m'a donné un langage. Non. Elle t'a donné un moyen de ne jamais être responsable. Apolline a croisé les bras. Elle ne voulait plus regarder les relevés. Tu te sens menacé parce que je revendique mon identité. J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. Tu n'as pas revendiqué ton identité. Tu l'as louée à une inconnue pour près de 4 500 €. Son visage est devenu rouge. Comment oses-tu réduire ma croissance à de l'argent? Je ne réduis pas ta croissance à de l'argent. Je dis que nos factures sont réelles, nos économies étaient réelles, et ma vie privée était réelle avant que tu n'en fasses du contenu pour les appels de groupe d'Ariane. Elle est restée immobile. Cela m'a dit que j'avais raison. J'avais soupçonné qu'elle partageait des choses, mais son expression l'a confirmé. Pas de la culpabilité, exactement. Plutôt comme si elle s'était fait surprendre avec un tiroir ouvert. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Apolline. J'avais besoin de soutien. Qu'est-ce que tu leur as dit? Elle s'est frotté le front. Que tu avais du mal avec mes limites. Que tu étais émotionnellement dépendant. Que nous avions des schémas concernant l'intimité et l'argent. Notre vie intime? Elle n'a pas répondu. Nos finances? Je n'ai pas utilisé ton nom. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Comme si l'anonymat rendait la trahison propre. J'ai dit, tu as laissé des inconnus discuter des parties les plus intimes de notre mariage pendant qu'ils te facturaient pour me voir comme l'obstacle. Elle a murmuré, tu ne comprends pas. Non, ai-je dit. Je comprends. C'est ça le problème. Elle s'est mise à parler plus fort alors. M'a traité de toxique. De patriarcal. A dit que j'utilisais l'argent comme une arme. A dit que je voulais une femme soumise. A dit que mon calme était manipulateur car il la faisait paraître instable. Je suis resté là et j'ai encaissé, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que quelque ting en moi avait finalement cessé de tendre la main vers elle. Quand elle a fini, essoufflée, j'ai dit, je ne vais plus passer d'audition pour le rôle du mari décent devant un public qui profite de mon échec. Elle a ricané. Alors quoi, tu me punis maintenant? Non. J'ai fini de financer les gens qui t'apprennent à me détester. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. En fait, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond et écouté la maison se calmer. Vers minuit, j'ai de nouveau entendu Apolline dans la buanderie, la voix basse, probablement en communication. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais je l'ai entendu pleurer. 6 mois plus tôt, ce son m'aurait tiré du lit. J'aurais frappé doucement, demandé si elle avait besoin de quelque chose, me serais excusé pour la partie de la dispute que je pouvais assumer. J'aurais essayé de mieux m'expliquer. Cette fois, je suis resté immobile. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose de simple, je n'avais pas besoin de gagner la dispute. J'avais besoin de quitter la pièce. Après ça, j'ai arrêté de débattre. Apolline semblait penser que mon silence signifiait que j'absorbais enfin sa vérité. Elle est devenue presque suffisante. Elle disait des choses comme « Je suis contente que tu fasses enfin le travail, Antoine,
pendant que je passais mentalement en revue une liste de documents à copier. J'ai ouvert un compte bancaire séparé. J'ai changé mon virement automatique. Je n'ai pas touché à son salaire ni vidé notre compte joint. J'ai laissé assez d'argent circuler pour couvrir le crédit immobilier, les charges, l'assurance et les courses jusqu'à la fin du mois, exactement comme Maître Dubois l'avait conseillé. Mais les ateliers, les abonnements, les sessions privées et tout ce qu'Ariane vendait n'était plus financé par mes revenus. J'ai téléchargé des relevés. J'ai copié des déclarations d'impôts. J'ai mis mon passeport, mon acte de naissance, ma carte vitale, la carte grise de mon 4x4 et les papiers d'assurance dans un dossier. J'ai lentement retiré quelques objets sentimentaux, la montre de mon grand-père de la commode, 2 photos encadrées d'une randonnée avec Sébastien, la petite boîte en bois que mon père m'avait fabriquée pour mon diplôme. Je n'ai pas décroché les photos de mariage des murs. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas laissé la maison en désordre. J'ai loué un appartement modeste avec de la moquette bas de gamme, des stores en plastique et une table pliante qui est devenue mon premier bureau. L'endroit sentait légèrement la peinture fraîche et la vieille climatisation. Ce n'était pas beau. Mais quand je me suis tenu dans le salon vide avec les clés à la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti à la maison depuis des mois. Je me sentais sans être observé. Je me sentais en sécurité. Un vendredi soir, Apolline a programmé une session privée pendant ce qui était autrefois notre soirée en amoureux. Nous avions l'habitude de prendre de la nourriture thaïlandaise ou des hamburgers, rien d'extraordinaire, juste une façon de terminer la semaine ensemble. Ce vendredi-là, elle est descendue dans un pull ample, tenant son ordinateur portable. « J'ai une session à 19h, dit-elle. J'apprécierais le calme dans la maison. » J'étais debout près de la porte du garage, les clés à la main. « Bien sûr, ai-je dit. » Elle a souri légèrement. « Je sais que ça a été inconfortable, mais je suis fier de toi pour avoir respecté mes limites. » Derrière elle, dans le garage, mon 4x4 contenait déjà 2 caisses de rangement. J'ai beaucoup appris sur les limites, ai-je dit. Elle n'a pas saisi le ton. Ou peut-être l'a-t-elle entendu et a décidé que cela signifiait un progrès. À 19h, elle est allée dans le bureau et a fermé la porte. J'entendais faiblement la voix d'Ariane à travers le mur, douce et calme. Quelque chose sur la transition et le courage incarné. J'ai agi silencieusement. Les vêtements de mon côté du placard. Les chaussures. Les bottes de travail. Les articles de toilette. Le reste de mes documents personnels. Ma boîte à outils du garage. Pas tout, juste assez. J'avais déjà emporté le reste petit à petit. J'ai laissé la maison propre. Je n'essayais pas de punir les murs. Je me suis arrêté dans la chambre avant de partir. Mon côté du placard était vide. Les robes et les cardigans d'Apolline y étaient toujours suspendus, poussés légèrement dans l'espace que le mien occupait autrefois. Le lit était fait, 2 couvertures séparées pliées comme un symbole qu'aucun de nous n'avait eu l'intention de créer. Pendant une seconde, le chagrin m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. C'était la pièce où nous avions planifié des vacances, nous étions disputés sur les couleurs de peinture, avions ri jusqu'à minuit devant des vidéos stupides. C'est laquelle avait l'habitude de mettre ses pieds froids contre mes jambes et je me plaignais, puis je la laissais faire quand même. C'est laquelle m'avait dit, 4 ans plus tôt, qu'elle se sentait chanceuse que nous ne soyons pas un de ces couples qui traitent le mariage comme un champ de bataille. J'aimais toujours la femme qui avait dit ça. Mais ce n'était plus avec elle que je vivais. Je suis descendu et j'ai posé une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une lettre. Pas un discours. Pas une liste d'insultes. Juste les faits. Apolline. J'ai déménagé. Je communiquerai par l'intermédiaire de nos avocats concernant la maison, les finances et les prochaines étapes. J'ai séparé mes revenus du compte joint. Les factures essentielles sont couvertes jusqu'à la fin du mois. Je ne continuerai pas à financer les ateliers, le coaching, les cercles, les abonnements ou toute autre dépense optionnelle liée à Ariane ou au collectif. J'ai des copies des relevés bancaires, des reçus et des documents achetés avec nos fonds communs. Tu voulais un mariage sans relations intimes. Je t'en offre un sans mari. Antoine. Je n'ai pas laissé mon alliance sur la table. Cela aurait semblé être un coup de théâtre. Je l'ai gardé dans un tiroir de l'appartement parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec 6 ans de ma vie. Puis j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis parti. Les appels ont commencé à 20h43.
Je le sais parce que j'étais assis à ma table pliante dans l'appartement, mangeant des frites de fast-food qui avaient refroidi, quand mon téléphone s'est allumé. Apolline appelle. J'ai laissé sonner. Puis de nouveau. Puis des textos. Où es-tu? Antoine, répond au téléphone. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas simplement partir parce que j'ai posé des limites. Tu m'abandonnes pour me punir. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Puis, environ 20 minutes plus tard, le ton a changé. Pourquoi ton salaire n'est-il pas en attente sur le compte joint? Antoine. As-tu sérieusement pris un avocat? S'il te plaît, réponds. Ça me fait peur. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Maître Dubois m'avait dit de ne pas entrer dans son jeu tant que les émotions étaient vives, et pour une fois dans ma vie, je n'ai pas surexpliqué. Je suis resté dans cet appartement avec des stores en plastique et une table pliante, écoutant mon téléphone vibrer, et j'ai laissé le silence faire ce que mes mots n'avaient jamais pu faire. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul texto. Je suis en sécurité. Je communiquerai sur les questions juridiques et financières par l'intermédiaire de mon avocate. N'utilise pas les fonds communs pour Ariane ou le collectif. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. À midi, Justine a appelé. Justine était la sœur cadette d'Apolline, 31 ans, et l'une des rares personnes dans la vie d'Apolline qui pouvait la défier sans que cela ne se transforme en guerre. Au début, Justine avait soutenu le truc de la découverte de soi. Elle m'avait même dit une fois, gentiment, qu'Apolline avait besoin d'espace pour grandir et que je ne devrais peut-être pas le prendre personnellement. Quand j'ai répondu, la voix de Justine était différente. Antoine, dit-elle, que s'est-il passé? Tu devrais demander à Apolline. Je l'ai fait. Elle dit que tu l'as abandonnée financièrement parce qu'elle a rejoint un groupe de soutien. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une pause. Combien d'argent? Demanda tranquillement Justine. J'ai fermé les yeux. 4 450 € de notre compte joint. Justine a juré à voix basse. Et il y a plus, ai-je dit. Elle a partagé des détails privés sur notre mariage. Les documents d'Ariane incluent des scripts pour refuser l'intimité, recadrer les questions comme du contrôle, et préparer une sortie. Justine est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, peux-tu m'envoyer quelque chose? Pas tout. Juste assez pour que je puisse comprendre dans quoi je m'engage. J'ai vérifié avec Maître Dubois avant d'envoyer quoi que ce soit. Elle m'a dit d'être prudent, de n'envoyer que ce qui concernait les finances partagées et les documents publics du groupe, et d'éviter de transformer cela en un procès familial. J'ai donc envoyé à Justine des captures d'écran des débits et quelques pages du guide. Elle a rappelé une heure plus tard, furieuse d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Ce n'est pas un groupe de soutien, dit-elle. C'est un entonnoir de vente. Un entonnoir. C'était le mot juste. Justine avait fait quelques recherches. Ariane avait différents niveaux d'accès. Des publications gratuites sur les réseaux sociaux sur l'éveil féminin. Des cercles de groupe à bas coût. Puis des sessions privées. Puis des stages intensifs. Puis quelque chose appelé le forfait guide de libération. Puis un soutien à la séparation au plus coûteux. Chaque étape faisait paraître la précédente insuffisante. Chaque doute était recadré comme la preuve que vous aviez besoin de plus de travail. Apolline, apparemment, avait contacté Ariane ce matin-là, en panique. Justine m'a envoyé une capture d'écran qu'Apolline lui avait transférée. Apolline, Antoine est parti. Il a séparé l'argent. Il a parlé d'avocat. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide. Ariane, son départ confirme que le processus fonctionne. Le lien se débat souvent lorsque l'accès est interrompu. Apolline, j'ai besoin d'un remboursement pour les sessions que je n'ai pas utilisées. J'aurai peut-être besoin d'une aide juridique maintenant. Ariane, les paiements sont non remboursables, comme indiqué dans l'accord d'engagement énergétique. La douleur de la séparation est un signe que vous êtes prête pour le niveau suivant. Je recommande le forfait de guérison pour une séparation souveraine. Nous pouvons commencer par une initiation à prix réduit de 1 800 €. Et voilà. Pas de réconfort. Pas de prise de responsabilité. Pas même d'inquiétude. Un argumentaire de vente. Justine m'a dit qu'Apolline s'était tue après ça.
Pas le silence froid et répété qu'elle avait utilisé avec moi. Un genre différent. Celui qui se produit quand une personne voit le sol s'effondrer sous quelque chose qu'elle pensait solide. La semaine suivante, j'ai eu des nouvelles par bribes par l'intermédiaire des avocats et de Justine. Apolline a annulé les paiements. Elle a essayé d'obtenir des remboursements sans succès. Elle a quitté le chat de groupe après qu'Ariane ait publié un message vague sur les femmes qui retournent à la peur quand le confort est retiré. Quelques autres femmes ont contacté Apolline en privé et ont admis qu'elles avaient aussi dépensé des milliers d'euros. Justine l'a aidé à signaler le groupe à la plateforme de paiement et à déposer des plaintes là où elle le pouvait, bien que personne n'ait promis que cela aboutirait. Et puis Apolline a demandé à me voir. Maître Dubois m'a déconseillé de la rencontrer seule à la maison. Nous nous sommes donc retrouvés dans une brasserie un mardi après-midi, un lieu neutre et public. Des banquettes en sky. Un café au goût de brûlé. Une serveuse qui appelait tout le monde mon petit B se déplaçait comme si elle avait vu toutes les versions possibles de la déception humaine. Apolline était déjà là quand je suis arrivé. Elle avait l'air plus âgée qu'il y a 6 mois. Moi aussi, probablement. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Pas de maquillage spectaculaire, pas d'ordinateur portable, pas de journal, pas de phrase toute faite. Juste Apolline dans un pull gris, fixant une tasse qu'elle n'avait pas touchée. « Merci d'être venue, dit-elle. Je me suis assis en face d'elle. Je ne suis pas ici pour négocier sans avocat. Je sais. Le silence entre nous semblait immense. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai quitté le groupe. Je suis au courant. J'ai commencé une vraie thérapie. Avec quelqu'un de diplômé. C'est bien. Sa bouche a légèrement tremblé. Je pensais que je me trouvais. Je crois que j'avais juste peur, et elles m'ont donné quelqu'un à blâmer. Je n'ai rien dit. Elle a essuyé sous un œil. J'avais peur d'être ordinaire. De me réveiller dans 10 ans avec des enfants et des factures et une vie qui avait l'air bien de l'extérieur mais dans laquelle je me sentais disparaître. Et puis Ariane a commencé à dire des choses qui rendaient ma peur importante. Comme si je n'étais pas agitée, j'étais opprimée. Comme si je n'étais pas confuse, je m'éveillais. Je l'ai regardé et j'ai senti ce vieux réflexe monter en moi, le besoin de la réconforter. Le besoin de dire, ce n'est pas grave, même quand ça l'était. Je suis resté immobile. Apolline a dit, j'ai laissé des inconnus te réécrire dans ma tête. Oui, ai-je dit. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. J'ai partagé des choses que je n'aurais pas dû partager. Oui. Et j'ai dépensé de l'argent que je n'avais aucun droit de dépenser comme ça. Oui. Je vais rembourser ce que je peux. J'ai déjà transféré de l'argent de mon épargne personnelle. Ce ne sera pas tout d'un coup, mais je réparerai ça. Je la croyais sincère. C'était la partie la plus difficile. Elle ne jouait plus un rôle. Elle ne disait pas tenir l'espace ou déconstruire l'accès. Elle était juste une femme qui avait fait des choix et qui pouvait enfin en voir les dégâts. Elle m'a regardé avec les yeux humides. Ne pouvons-nous pas tout décider maintenant? J'ai pris une lente inspiration. Apolline, le problème n'est pas seulement qu'elles t'ont manipulé. Le problème est la facilité avec laquelle tu as cru que j'étais l'ennemi. Elle s'est mise à pleurer alors, silencieusement. J'ai continué, car si je m'arrêtais, je savais que je pourrais adoucir la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne autre chose. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de voir à quel point tu avais l'air soulagé quand quelqu'un t'a enfin donné la permission de me détester. Elle a couvert sa bouche. Je ne te détestais pas, a-t-elle murmuré. Tu m'as traité comme si c'était le cas. J'avais tort. Je sais. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je te crois. Ses yeux se sont levés, pleins d'espoir pendant une demi-seconde. Je détestais devoir être celui qui tuait cet espoir. Mais je demande quand même le divorce, ai-je dit. Elle m'a regardé, interdite. J'ai gardé une voix stable. Je peux comprendre que tu étais vulnérable. Je peux comprendre qu'Ariane savait quoi dire. Je peux même comprendre pourquoi ce langage t'a plu. Mais je ne peux pas reconstruire un mariage avec quelqu'un qui a livré notre vie privée à des étrangers, dépensé notre argent dans mon dos, puis m'a traité de contrôlant quand je l'ai découvert. Elle a de nouveau baissé les yeux. Je ne sais pas qui je suis sans ce mariage, dit-elle. J'ai regardé autour de la brasserie,
le bord ébréché de la table, les sachets de sucre dans un petit support en métal, la serveuse qui resservait du café 2 banquettes plus loin. Moi non plus, ai-je dit. Mais je sais qui je suis devenu en essayant d'y rester. Je ne veux plus être cet homme. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps. Il n'y a pas eu de fin dramatique. Pas de cris. Pas de câlin qui arrange tout. Finalement, elle m'a demandé si je voulais quelque chose de la maison que j'avais oublié. J'ai nommé quelques objets. Elle les a notés sur une serviette en papier. Quand nous nous sommes levés, elle a dit « Je suis vraiment désolé, Antoine. » Je sais, ai-je dit. Puis je suis sorti jusqu'à mon 4x4 et je suis resté assis sur le parking pendant 5 minutes avant de pouvoir conduire. Le divorce a pris des mois. Il n'a pas été propre dans le sens où les gens l'entendent quand ils veulent que la douleur soit efficace, mais il a été plus propre qu'il n'aurait pu l'être. Apolline a coopéré plus que je ne l'attendais après la rencontre à la brasserie. Elle a remboursé une partie de l'argent de son épargne personnelle et a accepté par écrit de tenir compte du reste lors du règlement. Elle a continué sa thérapie. Justine a continué à prendre de ses nouvelles, mais elle a aussi cessé de lui trouver des excuses. Le collectif d'Ariane ne s'est pas effondré du jour au lendemain. Les groupes de ce genre le font rarement. Ils adoucissent leur langage, changent leur image de marque et continuent de vendre. Mais Apolline n'en faisait plus partie. Quelques femmes qui l'avaient contactée en privé sont également parties. Justine m'a envoyé une nouvelle des mois plus tard, disant qu'Ariane avait changé le nom du forfait guide de libération pour quelque chose de plus doux, ce qui, d'une manière ou d'une autre, m'a mis plus en colère que si elle avait admis ce que c'était. Je n'ai pas répondu. Ce n'était plus mon champ de bataille. La maison a été vendue. La première fois que je l'ai parcourue après le départ d'Apolline, elle m'a semblé plus petite que dans mon souvenir. L'îlot de la cuisine où j'avais posé les reçus avait l'air ordinaire à nouveau. Juste de la pierre, des placards et la lumière de l'après-midi. La porte de la buanderie était ouverte. Des étagères vides, de la poussière dans les coins, pas d'appel chuchoté. Je suis resté un moment dans le garage, regardant l'espace où se trouvaient mes outils et où Apolline empilait autrefois des caisses de décoration saisonnière. J'ai pensé à notre vieille blague et à quel point elle avait été innocente, 2 personnes prétendant que l'espace de rangement était le plus grand conflit auquel elles seraient confrontées. Puis j'ai fermé la porte à clé et j'ai laissé la clé dans la boîte de l'agent immobilier. Mon appartement est resté modeste. Moquette bas de gamme, store en plastique, table pliante. J'ai fini par acheter un vrai bureau. Puis un meilleur canapé. Puis une cafetière qui n'avait pas le goût du regret électrique. Mes samedis ont changé. Au début, faire les courses seul, c'était comme se promener avec un membre en moins. Je tendais la main vers les céréales qu'Apolline aimait ou je m'arrêtais près des fleurs qu'elle achetait pour la cuisine. Puis, lentement, le samedi est devenu le mien. Je faisais des listes pour une personne. Je cuisinais mal pour une personne. Je regardais ce que je voulais sans que quelqu'un en fasse un bruit de fond pour un appel de groupe. Je dormais au milieu du lit. J'ai arrêté de répéter des explications dans ma tête pour des disputes qui n'avaient pas lieu. Les gens veulent parfois une étiquette claire pour ce qui s'est passé. Apolline a-t-elle subi un lavage de cerveau? Était-ce une trahison financière? Une infidélité émotionnelle? Une arnaque? Une dépression nerveuse? C'était probablement un peu de tout ça. Mais j'ai cessé d'avoir besoin de l'étiquette parfaite. J'avais passé trop de mois à essayer de nommer le feu tout en me tenant au milieu de la fumée. Ce que je sais, c'est ceci, l'amour n'exige pas que l'on reste disponible pour quelqu'un qui est déterminé à vous interpréter de travers. La compassion ne signifie pas financer son propre remplacement. Et les limites ne sont pas seulement pour la personne qui prononce le mot le plus fort. Apolline m'a dit un jour qu'elle voulait revendiquer son identité. Au final, moi aussi. J'ai perdu mon mariage, mais j'ai arrêté de me perdre moi-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.